Excellences, Mesdames et Messieurs, nous sommes maintenant prêts à commencer notre session. J'invite respectueusement Son Excellence, Monsieur le Président de la République de Madagascar, André Rajoelina, pour le discours principal. Excellences. Mesdames et Messieurs les ministres, membres du gouvernement, Son Excellence, Monsieur le vice-ministre des Affaires pour la compétitivité et de l'échange d'expériences, Son Excellence, Madame la vice-ministre des Affaires pour les affaires stratégiques et chef de délégation. Ensemble, la délégation et l'ensemble de la délégation des Émirats Arabes Unis, bienvenue et Tongassua à Madagascar. Mesdames et Messieurs, je tiens tout d'abord à adresser mes chaleureux remerciements à Son Excellence le Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, président des Émirats Arabes Unis, pour la coopération grandissante entre Madagascar et les Émirats Arabes Unis. Depuis le début de mon mandat, c'est-à-dire cette année, et en quelques mois seulement, nous avons constaté une accélération croissante des relations diplomatiques et économiques entre les Émirats Arabes Unis et Madagascar. Cela formalisé dès le début de l'année pour la signature de plusieurs protocoles d'accord. En effet, les Émirats Arabes Unis, avec des villes telles que Dubaï ou Abu Dhabi, incarnent un modèle de développement économique planétaire. La transformation d'un désert en métropole économique mondiale en quelques décennies prouve qu'avec une vision et la force du travail, on peut transformer un rêve en réalité. Cela incarne une réussite exemplaire et une source d'inspiration universelle sous le leadership d'un dirigeant visionnaire et des méthodologies de travail rigoureux et précises. Son Excellence, Monsieur Abdullah Lota, Son Excellence, Madame Ouda Al-Hashmi et toute la délégation que vous dirigez, c'est avec une grande joie que nous vous souhaitons la bienvenue à Madagascar et j'espère que votre séjour en terre malgache vous donnera l'occasion d'expérimenter la chaleureuse hospitalité de notre île et de la population malgache. Cette visite d'une forte délégation institutionnelle émiratie marque un tournant important dans la modernisation de nos institutions. Cette mission vise à renforcer les capacités institutionnelles et à promouvoir une gouvernance plus efficace et innovante à travers des échanges de connaissances et d'expertise entre nos deux pays. Il permettra à Madagascar de bénéficier des meilleures pratiques en matière de services publics, de technologie et de développement des politiques publiques. Cette mission, accompagnée par une importante délégation institutionnelle, témoigne la volonté des Émirats Arabes Unis de soutenir la transformation de Madagascar à travers nos plans de développement et de modernisation de ses institutions. En effet, il est essentiel qu'une vision soit accompagnée d'une technologie de travail et de planification afin d'accélérer les projets que nous souhaitons entreprendre. Mesdames et Messieurs, à travers les infrastructures proches de la population, dans les domaines de la santé, de l'éducation, nous avons massivement investi pour instaurer la présence de l'État sur tout le territoire national. Je suis particulièrement fier de vous partager nos réalisations dans ces domaines particuliers. Dans le domaine de la santé, selon la Banque mondiale, 400 millions de personnes dans le monde n'ont pas accès aux services de santé
les plus élémentaires. Plus particulièrement en Afrique occidentale et subsaharienne, 93% de la population n'a pas les moyens de se payer des soins médicaux ou vit trop loin d'un hôpital pour avoir accès à un traitement. Pourtant, le droit à la santé est un droit universel minimum pour chacun. La problématique du manque d'infrastructures hospitalières a fait perdre des millions de vies et de nombreuses personnes, même pour les maladies les plus bénignes. Les hôpitaux sont éloignés, les routes ne permettent pas les accès aux centres de santé. Madagascar a institué des réformes majeures dans ce domaine. Savez-vous qu'un grand pays comme Madagascar, depuis le retour de l'indépendance en 1960, ne comptait que 18 centres hospitaliers universitaires pour une population de plus de 28 millions d'habitants. 18 centres hospitaliers seulement. C'est ainsi que, dès le début de mon mandat en 2019, nous avons construit 30 centres hospitaliers universitaires conformes aux normes internationales, proches de la population. Ces hôpitaux sont équipés des blocs opératoires et de technologies de pointe telles que les scanners, les mammographies pour détecter les cancers du sang. Je suis convaincu que c'est une population en bonne santé qui peut apporter sa contribution au développement de la nation. Dans le domaine de l'éducation, comme vous le savez, en Afrique, comme à Madagascar, plusieurs milliers d'enfants marchent encore pendant plusieurs heures pour rejoindre leurs écoles ou lieux d'éducation. Parfois même étudient sous les arbres et ils étudient même à travers le sol. Sans toit, sans équipement de base, tels que les tables bancs. C'est pour cela que nous avons relevé le défi de construire 4198 salles de classe pour scolariser plus de 200 000 élèves en seulement 5 ans. C'est un record à Madagascar, mais qui rayonne sur le continent africain. Des manuels et des livres pédagogiques et des outils informatiques ont été distribués dans toutes ces écoles. Des cantines scolaires ont aussi été mises en place. Nous avons également construit des dizaines d'universités et actuellement, nous investissons massivement dans la formation professionnelle pour augmenter la compétence de nos jeunes et réduire le taux de chômage. Notre objectif est que chaque citoyen soit utile et acteur de développement et non un fardeau pour sa famille ou une charge pour sa communauté. Car vous savez, chaque année à Madagascar, il y a 100 000 bacheliers, mais seulement 40 000 qui peuvent poursuivre leurs études universitaires. Donc chaque année, nous avons 60 000 jeunes qui se versent directement dans le chômage. Donc la jeunesse, c'est un atout, mais pour le moment, c'est un problème et nous allons transformer justement ces défis en opportunités pour transformer notre pays. C'est pour cette raison que je voudrais saluer particulièrement ici les projets de coopération avec les Émirats arabes unis dans le domaine de la formation digitale à travers les programmes Digital School et Coders Initiative qui formeront plus de 1 million de jeunes sur les nouvelles technologies. D'ailleurs, je suis particulièrement fier de vous partager qu'à Athènes, le 29 septembre de cette année, 5 jeunes lycéens Madagascar ont remporté la médaille d'or du First Global Challenge, aussi connu comme les Jeux Olympiques de la robotique. On le sait, on le constate, on le voit. On le sait, on le constate, on le voit, que le monde est en pleine mutation. Et avec des avancées technologiques spectaculaires, il est de notre devoir d'équiper nos citoyens, mais surtout nos jeunes. En effet, la connectivité numérique augmente la productivité et réduit les coûts des transactions commerciales.
Elle représente un grand potentiel de création d'emplois pour la population en général, mais surtout pour les jeunes en particulier. Elle favorise l'innovation et l'entrepreneuriat dans le commerce électronique et les services financiers. Cela changera la donne en matière d'e-commerce. Depuis le mois de juillet, avec l'arrivée de Starlink à Madagascar, une connexion Internet accessible même dans les zones les plus reculées étend ses perspectives. Les jeunes Malagasy sont talentueux et maîtrisent les outils informatiques. Les programmes de formation tels que Coders Initiative favorisant l'accès au marché du travail et permettra d'absorber le taux de chômage. Avec les Émirats arabes unis, nous avons la confiance d'avoir un partenaire avec un savoir-faire de qualité et des expériences pour accompagner Madagascar vers un développement durable. Mesdames et messieurs, honorables assistance, depuis le début de l'année 2024, nous avons axé la politique générale de l'État sur 3 piliers fondamentaux, à savoir le capital humain, la transformation économique à travers l'industrialisation et la bonne gouvernance. Mais plus particulièrement, l'État malagasy s'est penché sur les secteurs essentiels, tels que l'agriculture, l'énergie, le tourisme, dans l'objectif et la transformation de Madagascar. Tout d'abord, tout développement doit être ancré dans une politique énergétique efficace et durable. Notre objectif est de doubler, voire même tripler notre capacité de production énergétique. L'enjeu énergétique est primordial et essentiel. J'aimerais partager avec vous qu'actuellement à Madagascar, 70% de la population de Malagasy n'a toujours pas accès à l'énergie. Le coût énergétique étant très élevé, car comme vous le savez, aujourd'hui, la production d'énergie à Madagascar coûte 25 centimes de dollars le kilowattheure, tandis que le prix de vente à la population est seulement de 15 centimes de dollars le kilowattheure. Donc par conséquent, chaque seconde, chaque minute, chaque heure, chaque mois, chaque année, dès qu'on allume l'énergie, l'État doit subventionner de l'argent pour la population. Et cela se chiffre, cette subvention se chiffre jusqu'à 250 millions de dollars chaque année, au détriment des projets de développement qui devraient contribuer au bien-être de la population. Donc c'est un domaine qui nous fait très mal aujourd'hui, parce que notre investissement pour le développement de la population, c'est 250 millions de dollars, et pourtant à côté, on doit subventionner le même montant pour avoir de l'énergie pour seulement les 30% de la population. C'est la raison pour laquelle que Madagascar s'est engagé dans l'accélération de la transition énergétique, axée sur les énergies renouvelables telles que le solaire, l'éolien et l'hydroélectrique. Ainsi, notre objectif est d'installer jusqu'à 1000 MW de panneaux solaires sur tout le territoire national. Nous allons construire, avec les investissements propres de l'État, les premiers 250 MW de parcs solaires en un an et complétés par les 750 MW avec des partenaires stratégiques. Également, nous allons construire 50 MW de parcs solaires flottant sur le lac Yari, juste à la sortie de l'aéroport, sur une surface de 50 hectares qui sera le plus grand sur le continent africain. Pour référence, le lac de Koussou a actuellement le plus grand parc solaire flottant en Afrique sur une surface de 20 hectares pour 20 MW. Mais Madagascar lance le défi, lance le pari que nous allons construire le plus grand parc flottant, parc solaire du continent africain. Par ailleurs, le potentiel hydroélectrique de Madagascar représente 7800 MW, dont 3 grands projets sont déjà lancés
et 2 encore en recherche de partenariat, notamment notre centrale hydraulique dans les Amos de 142 MW et de Mahazoul de 300 MW, soit encore, nous avons besoin de 1,3 milliard de dollars d'investissement. Les énergies renouvelables représentent un investissement sûr et rentable qui contribuera au développement du pays et achemine vers un avenir plus vert et plus durable. En ce qui concerne l'agriculture, c'est un projet qui me tient particulièrement à cœur, l'agriculture. Vous savez, 80% de la population malagasy vit dans les zones rurales. 80% des Malagasy, ce sont des agriculteurs. C'est la raison pour laquelle que nous allons mettre tout en œuvre pour développer l'agriculture dans notre pays. À Madagascar, nous disposons de 36 millions d'hectares de terres cultivables. Et nous sommes actuellement le 3e pays le plus grand producteur de riz sur le continent africain, après le Nigeria et l'Égypte. Mais notre objectif, c'est de devenir le grenier agricole du continent africain dans les années à venir. Et c'est possible. Et je vais vous l'expliquer dans ma présentation. Comme vous le savez, je disais que la transformation agricole sera donc le défi de Madagascar. Les ressources agricoles répondent aux besoins alimentaires de la population et contribuent également à la croissance économique, mais surtout à la réduction de la pauvreté. Vous savez, actuellement, Madagascar produit 3 tonnes seulement à l'hectare. Et pourtant, d'autres pays, ils sont à 12 tonnes à l'hectare. Pourquoi Madagascar, aujourd'hui, produit seulement 3 tonnes à l'hectare? Parce que notre méthodologie de culture, c'est encore artisanal, à la main. Ce n'est pas encore mécanisé. Et les paysans, nos paysans aujourd'hui sont très pauvres. Parce que même quand la culture n'est pas encore n'arrive c'est déjà en fait, ils doivent payer leurs dettes. Donc même ils ne sont pas encore en train de cueillir que leur plantation, ils doivent déjà payer leurs dettes par rapport à ce qu'ils ont. Donc ils n'ont pas les moyens de payer justement les engrais. Ils n'ont pas les moyens d'acheter des semences qui puissent produire plus. Alors c'est pour cette raison que l'État va massivement aider les agriculteurs malagasy. Et c'est dans cette perspective que je voudrais vous partager la théorie suivante. Si nous achetons du riz pour 150 $, cela représente 300 kg de riz. Et 300 kg de riz, c'est pour distribuer à 750 personnes, pour nourrir 750 personnes. Mais en revanche, en investissant 150 $ dans des semences de riz pour 1 hectare, 150 $, on peut investir pour 1 hectare de terrain, on peut produire 10 tonnes de riz, soit 10 kg de riz qui pourraient nourrir 25 000 personnes au lieu de 750 personnes. Donc, on a le choix, soit de nourrir 750 personnes aujourd'hui avec 150 $, soit d'attendre dans 6 mois et nous allons avoir 10 000 kg de riz et nous pourrons ainsi aussi développer le pays. Donc, économiquement, si le prix de marché est de 500 $ par tonne, cela représente un revenu de 5 000 $ à l'hectare pour 2 millions d'hectares sur l'étendue de notre pays. Donc cela va accélérer le développement du pays. Donc il est possible de transformer l'agriculture en moteur de développement. C'est pour cette raison que j'aimerais partager avec vous une citation que j'ai créée, une citation que je répète souvent, qu'un bon père de famille, c'est celui qui sait nourrir sa famille, et un bon président, c'est celui qui arrive à nourrir sa population. Et je voudrais... je suis déjà un bon père de famille, mais je sais que je serai à jamais un bon président pour ce pays.
Et c'est pour cette raison que nous avons besoin des partenaires. Nous avons besoin de votre savoir-faire. Car en modernisant nos pratiques agricoles, à travers la mécanisation et en utilisant les dernières technologies, Madagascar peut et doit être une zone de transformation agricole. Le secteur agricole est une arme puissante, non pas pour tuer, mais pour nourrir la population. Le riz étant la base alimentaire de la population malgache, notre objectif est de devenir le grenier agricole du continent africain. C'est pour cette raison donc que nous avons besoin de partenariats solides avec les Émirats arabes unis pour que Madagascar soit la vitrine du développement du continent africain. Par ailleurs, nous allons aussi développer l'agribusiness à grande échelle à travers l'augmentation de 100 000 hectares de surface cultivable qui permettrait de garantir la sécurité alimentaire et surtout de pouvoir exporter sur tout le continent africain. Et enfin, j'aimerais partager avec vous le domaine du tourisme. Vous savez, Madagascar est un grand pays avec beaucoup de potentiel. Madagascar, c'est la plus grande île du continent africain, avec nos 5000 km de côte. Madagascar se positionne comme un pont entre l'Afrique et l'Asie, mais surtout entre le Moyen-Orient et toute la région indienne-océanique. Madagascar abrite 5% de la biodiversité mondiale et 90% de la faune et de la flore du pays ne se trouvent qu'à Madagascar. Et c'est pour cette raison que c'était un grand honneur, mais c'est un grand plaisir pour moi et ma famille d'avoir eu l'opportunité d'accueillir, il y a quelques jours, il y a 10 jours, M. Mohamed Alabad, qui est le fondateur et président d'Emma Group, qui est l'une des plus grandes sociétés immobilières au monde et qui a transformé Dubaï. Avec sa délégation, nous avons exploré les potentialités touristiques du pays. Mohamed Alabad, c'est un ami de longue date. Et avec ma famille et moi-même, nous avons été leur guide et nous avons été très heureux de lui avoir fait découvrir la beauté et la richesse de Madagascar. Vous savez, le pays est en pleine transformation. Nous avançons et nous avons besoin de partenaires fiables et crédibles. Le potentiel de développement de l'industrie touristique est tellement vaste qu'il nous demande d'être exploité. Avec l'ouverture de la ligne aérienne entre Madagascar et Dubaï, servie par Emirates, il est important et primordial la construction de 11 500 chambres supplémentaires réparties sur l'ensemble du territoire, qui est pour nous une priorité pour satisfaire la demande croissante actuellement. Des réserves foncières touristiques sont déjà prêtes à accueillir des éco-lodges de luxe, des éco-resorts et des hôtels clubs très haut de gamme. Et j'aimerais partager avec vous qu'on vient juste d'avoir justement la confirmation d'Emirates qu'en seulement 4 semaines d'exploitation, Emirates a demandé un vol supplémentaire, ce qui nous ramène à 4 vols, à 5 vols chaque semaine qui va relier Dubaï et Antananarivo. Les dirigeants d'Emirates n'avaient pas estimé cette progression assez rapide. L'ensemble en fait des frettes aériennes au départ de Madagascar est quasiment complet à 90 à 100% en départ de Madagascar. Mesdames et messieurs, aujourd'hui marque la concrétisation des accords de coopération entre le gouvernement des Émirats arabes unis et Madagascar. Cette opportunité de partage de compétences à nos principaux dirigeants cadre parfaitement aux 2 piliers fondamentaux de notre politique générale, à savoir le développement du capital humain et la bonne gouvernance. Ce forum a pour principaux objectifs le renforcement des capacités et le développement institutionnel en améliorant la gouvernance par l'échange de connaissances, l'expérience
de bonnes pratiques, l'échange d'expertise engageant la coopération entre les deux pays pour promouvoir l'excellence, renforçant la performance et améliorer l'efficacité des services publics. Et enfin, la modernisation gouvernementale à travers l'innovation technologique pour plus d'efficacité des services de l'État. Nous devons accélérer et perfectionner nos méthodologies de travail pour atteindre nos objectifs ambitieux. C'est pourquoi je réitère mes remerciements pour l'engagement du gouvernement des Émirats arabes unis dans ce processus. Les thèmes qui seront abordés durant les tables rondes de ce jour, tels que l'excellence, la performance ou la compétitivité gouvernementale, seront déterminants pour accompagner la réalisation de notre vision. Si Dubaï a réussi à exceller aujourd'hui en tant que capitale économique mondiale, c'est grâce à la vision de son leader, le cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, mais également, mais surtout, par le savoir-faire des dirigeants qui l'entourent. Un seul homme ne peut pas transformer un pays. C'est pour cette raison que c'est important. À vous, mesdames et messieurs les ministres, aujourd'hui, on remercie et nous allons applaudir que cette forte délégation des Émirats arabes unis sont ici à Madagascar pour nous transmettre leur savoir-faire et nous allons aussi transformer Madagascar. C'est important et pour Madagascar qui doit absolument former ses dirigeants en commençant par les ministres mais également les dirigeants au sein de la présidence. Et je suis personnellement convaincu qu'avec les Émirats arabes unis, nous allons atteindre notre objectif d'émergence et de faire de Madagascar une vitrine du développement en Afrique. Mesdames et messieurs, je vous souhaite à tous des échanges constructifs et ensemble, nous pourrons réaliser le rêve d'une grande île prospère et développée. Je vous remercie de votre attention.